Voilà, on partage juste l'écran. Et vous allez avoir le plaisir d'avoir également les webcams de nos 3 ingénieurs d'application qui vont présenter les uns après les autres cette présentation. Donc, je vais juste faire l'introduction. Vous êtes prêts, c'est bon? Allez, c'est Oui. parti. On y va. Donc, l'épisode 2. Donc, effectivement, on s'est aperçu que l'année dernière, ce qu'on avait présenté, ça a été bien apprécié. Il y a eu beaucoup de questions derrière et ça a suscité quelques idées nouvelles. Donc, on s'est dit, on va continuer à aller dans ce sens-là pour partager avec vous des expériences. On peut passer au slide suivant. Pour partager avec vous donc quelques trucs et astuces sur l'installation en tant que telle. Et après, en pré-traitement, débogage d'un calcul aussi sur quelques points donnés et aussi des outils complémentaires que peut-être certains connaissent ou pas pour analyser les résultats. Voilà, je vous passe la parole. C'est parti. Steve, il faut que tu passes en plein écran. Je suis en plein écran. Alors, hop. Je l'ai pas sur le bon. Comme ça, c'est mieux? Non, Non. j'ai une barre. Enfin, moi, j'ai une barre. Alors, je sais pas si c'est ça dans le bon. Ça marche, toi, Hervé? Non, j'ai aussi une barre. Non, pour l'instant, ouais, il y a un écran noir. Donc, un écran noir. Elle fait échappe, elle fait. On n'y est pas encore. Alors, attends. Voilà. Il faut juste maintenant se mettre en plein écran. Ouais. Et là, c'est bon? Et inverser. Et maintenant, basculer. Voilà. Allez, on y va. On revient de l'écran en arrière. Parce que je crois que. Ah, mais Désolé. quand je change de truc, ça me sort du plein écran. Alors, on a un petit souci technique, comme par hasard, c'est sur nous que ça tombe. Hop, ça a l'air d'être bon. Là, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. On a mis, alors c'est plus pour la diffusion après, on a mis un petit sommaire, un rappel, voilà, pour expliquer tout ce qu'on va faire. Vous allez voir, on va aller continuer. Si tu peux avancer, Steve. On en a parlé ce matin avec Franco par rapport à la version Scandium. Donc on voulait un peu le rappeler parce que on a eu des questions au cours de l'année sur la version Scandium. Et donc voilà, l'idée c'était de rappeler un peu comment on peut l'obtenir et ce qu'on peut en faire. Alors j'ai fait un webinaire il y a quelques mois sur ça. Par exemple, sur Scandium, on peut faire le test avec la déformation avec les pièces assemblées ou les Tiger Straps. Donc l'idée c'était de pouvoir vous montrer ça. Maintenant, effectivement, la question est toujours, c'est comment y accéder. Basiquement, ça se fait alors par un site web. Donc l'adresse est là, feedback.autodesk.com. Et ça nécessitera un compte Autodesk. Donc, soit vous l'avez déjà, soit il faudra la créer, soit il faudra voir avec votre responsable contrat pour l'obtenir. Une fois en fait arrivé sur ce site connecté, vous avez en fait 2 possibilités. La plus simple, c'est celle de droite, vous avez déjà accès, connecté et tout, et en fait, Scandium apparaît dans la partie, le cadre bleu, My Project. Tout départ, vous serez comme tout le monde, vous devrez demander à accéder à la version. Le site Feedback, c'est pas un site dédié que à Scandium, c'est un site dédié à tous les projets bêta Autodesk. Vous verrez qu'il y en a quand même pas mal. Et donc, il faudra chercher le projet Scandium, donc dans le cadre rouge, dans mon exemple, qui sera dans la partie Available Opportunities. Une fois que vous aurez donc demandé à accéder, vous aurez un petit formulaire à remplir pour dire voilà pourquoi vous y accédez. Et vous recevez un message disant vous êtes autorisé à y accéder. Et à partir de là, en fait, c'est assez simple. C'est une installation identique à Molflow. Alors ça apparaîtra, les sources apparaîtront dans la partie ressources. Vous pourrez télécharger les exécutables. Comme sur Molflow, un exécutable pour l'interface Synergy, un exécutable pour les solvers. Scandium, pour rappel, utilise vos licences. C'est-à-dire que c'est comme un logiciel normal. L'installation se fera avec les numéros de série classiques. Numéro de série pour Synergy, numéro de série pour Insight. Les codes produits, pareil. En sachant que je crois de tête pour la partie solver, vous en avez qu'un, vous n'avez pas de niveau, il n'y a pas de notion de niveau justement. Et alors le truc qui est bien quand même, c'est une version indépendante, c'est-à-dire que vous pouvez très bien installer Scandium à côté d'une version normale, il n'y aura pas d'interférence entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des choses qui vont se mettre en place dans une et qui vont venir commencer à embêter les calculs classiques. Donc c'est vraiment quelque chose d'indépendant, ça permet de tester des choses simples,
Scandium. Si vous avez besoin d'avoir un rappel sur ce que peut proposer Scandium, n'hésitez pas à nous contacter au support ou Alain ou moi directement. On a déjà fait des webinaires sur le sujet, on avait listé quelques sujets importants. Donc voilà, on pourra vous communiquer sur ça. Oui, je laisse la Marie-Hervé, enfin la parole. Ensuite, pour continuer, on souhaite vous faire un rappel de tous les process simulables dans Molflow. Donc bien sûr, on a la possibilité de simuler tout ce qui est injection thermoplastique mono et bimatière avec toutes les séquences d'analyse avancées que cela peut comporter, type thermique transitoire, conformal cooling, core shift, surmoulage d'insert. Possibilité également de simuler tout ce qui est injection de thermodurcissable avec leur comportement spécifique qui vont réticuler au cours de leur mise en œuvre sous l'action de la chaleur et donc former une structure tridimensionnelle stable, et on aura accès bien sûr à la cinétique de réticulation au cours du process. On a également la possibilité de simuler l'injection de poudre, donc matériaux hautement chargés en poudre soit métallique, soit céramique, avec l'accès à un résultat spécifique qui s'appelle la concentration volumique en poudre, qui va nous permettre de détecter des zones où potentiellement on aura des concentrations plus faibles et donc des risques qualité sur notre pièce finale. Injection avec le process RTM, donc on va injecter une résine sur une préforme qui peut être orthotrope. Ensuite, possibilité de simuler tous les process de compression, donc injection-compression, que ce soit pour les thermoplastiques et pour les thermodurcissables. Donc, ça peut être utile justement pour mouler des pièces avec des fortes épaisseurs. Tout ce qui est compression classique, thermoplastique et thermodurcissable, donc utilisé pour mouler des pièces de grande dimension, mettre beaucoup d'empreintes aussi dans le moule, et on a l'avantage aussi qu'avec la compression, on a relativement des outillages moins chers qu'en injection traditionnelle. Et compression, injection, compression thermoplastique bimatière. Ensuite, des procédés un peu plus exotiques, mais bien sûr la possibilité de simuler tout ce qui est injection gaz, donc injection soit par la méthode du remplissage partiel, soit via une masselotte, soit via le refoulement dans le fourreau, qui permet d'alléger nos pièces plastiques, et on a justement comme résultat intéressant la visualisation de la veine fluide, de la veine de gaz, pardon. Le procédé de moulage par injection de mousse microcellulaire, donc avec un modèle de nucléation de bulles spécifique. Donc pour ça, on va utiliser donc soit des agents physiques supercritiques, soit des agents d'expansion chimique, qui va nous permettre justement d'avoir des pièces avec de plus faible densité pour gagner en poids, d'optimiser les rotations, d'optimiser aussi les déformations, et également la possibilité de simuler le process microcellulaire core-back, où en plus on aura un déplacement de la cavité partie mobile, qui permet encore davantage un gain de densité. Process de bi-injection, où on va injecter deux matières différentes dans la même empreinte, et process de co-injection, injection sandwich, avec pour le coup le même emplacement d'injection. On va venir injecter notre première matière qui composera notre zone de peau, et ensuite injecter via le même emplacement une seconde matière différente qui correspondra au cœur, et l'injection multifourreau, où on va pouvoir piloter autant de fourreaux qu'on souhaite avec différentes positions d'injection. Ensuite, pour continuer, donc je vais vous présenter quelques astuces liées au logiciel Fusion 360. Il peut arriver, c'est relativement rare, mais dès lors que vous générez votre maillage d'une CAO, il peut basculer en mailleur STL. C'est quelque chose qui n'est pas recommandé parce qu'on n'a pas une très bonne qualité de maillage. Et en fait, cela, c'est dû à vraiment une CAO pas très propre, avec de grosses zones de face défectueuses. Donc, quand on a cet avertissement dans le journal d'analyse, il est nécessaire de corriger notre CAO. Et dans Fusion 360, on a des outils justement pour corriger
et visualiser les défauts liés à notre CAO qu'on aura importé dans le logiciel. Donc, comment ça se passe? Dans Fusion 360, j'ouvre ma pièce, j'ai un onglet qui s'appelle Inspect, où j'ai une option qui s'appelle Validate, que je peux sélectionner. Ensuite, je sélectionne mon corps et je sélectionne la fonction Repair. Donc, la fonction Repair, elle va permettre de corriger automatiquement des zones critiques. Et s'il n'arrive pas à corriger de manière automatique les zones critiques, Fusion 360, il va automatiquement m'isoler les faces défectueuses dans une nouvelle couche que je vais pouvoir corriger afin d'éviter justement que le maillage passe en mailleur STL. Autre astuce de Fusion 360, c'est la détection des interférences qui peuvent provoquer justement des chevauchements sur mon maillage. Donc, à côté de l'outil que je viens de vous présenter, Validate, on a un outil qui s'appelle Interférence. Quand on le sélectionne, on va pouvoir sélectionner tous nos composants en contact. Et via l'option Compute, on va générer le diagnostic d'interférence. C'est l'image que vous voyez à droite. Donc ici, on a la partie basse en rouge entre les deux composants qui est en interférence. Ensuite, une fois que j'ai fait ce diagnostic, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre avec l'option suppression du volume et je peux définir mon outil de découpe et le corps qui va être conservé et donc non modifié. Donc là, sur l'image, on voit clairement avant la zone d'interférence et après la suppression du volume d'interférence en automatique. Donc j'ai conservé la pièce pour qu'elle garde la géométrie exacte. Par contre, mon insert, justement, s'est recalibré pour avoir une belle zone d'interférence entre les deux et un contact parfait entre les deux zones. Et dernière astuce liée à Fusion 360, c'est un outil qui peut sembler basique, mais bon, on souhaitait le rappeler. On a la possibilité de scinder des faces sur notre CAO. Scinder une face, ça peut être très pratique justement pour reconnaître certaines zones qui n'auraient pas été reconnues initialement par notre maillage. Typiquement, admettons dans une certaine zone, j'ai une circularité à mesurer. Si elle n'est pas reconnue initialement par la géométrie, je ne vais pas pouvoir l'examiner. C'est pour ça qu'on va scinder la face avant d'importer notre modèle dans Molflow. Et une fois qu'on générera notre maillage, le maillage il va bien suivre la zone de scission. Début de l'itinéraire, vers 45 minutes. Alors maintenant, on va passer aux astuces directement de Molflow. Donc tout d'abord sur le maillage. Donc première astuce, réaliser un plan de coupe différencié, c'est-à-dire activer ou désactiver un plan de coupe sur une couche précise. Quand vous activez de base un plan de coupe, tout ce qui est à l'écran va être coupé en réalité. Et du coup, si vous voulez afficher certains éléments, certaines couches qui vous intéressent tout en réalisant une coupe, vous pouvez sélectionner l'option « Autoriser la délimitation » en faisant un clic droit sur la couche. Et voilà, vous avez les éléments qui réapparaissent à l'écran. Donc ça peut être très utile quand vous avez beaucoup d'éléments à l'écran. Ici, par exemple, on a un moule avec les tétras qui ont été modélisés et du coup, ça peut être difficile de tout gérer en même temps. Donc là, comme vous voyez, même en déplaçant le plan de coupe, les éléments qui ont été sélectionnés en autorisant la délimitation restent à l'écran. On peut réactiver la délimitation pour recacher les éléments. Et du coup, par exemple, ici, vous pouvez travailler sur votre circuit d'alimentation si vous voulez réaliser les modifications tout en ayant votre coupe activée. Donc, astuce suivante, limiter aux entités visibles un diagnostic de maillage. Donc, avec cette astuce, vous allez pouvoir, lorsque vous avez plusieurs éléments à l'écran, notamment ici, on va travailler avec des inserts moules, en plus d'une pièce. Quand vous réalisez un diagnostic de maillage, vous allez avoir un résultat où tout sera pris en compte, tout ce qui est à l'écran. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a des intersections. Donc, on va vérifier où sont
situer ces intersections. Et on remarque que c'est bien au niveau où nous avons les inserts de moules que le diagnostic de maillage a retrouvé des éléments en intersection. Donc pour vérifier qu'il ne s'agit pas juste d'intersection entre la pièce et les inserts, on va réaliser ce qu'on appelle limiter aux entités visibles. Parce que vous voyez, si vous réalisez encore juste en cachant la couche, eh bien, on a toujours les éléments qui apparaissent en intersection. En activant l'option limiter aux entités visibles, on a un message qui nous prévient que ce sera uniquement les éléments à l'écran qui vont être pris en compte. Et du coup, là, on a bien 0 intersection qui apparaissent. Ça peut être également utile si vous réalisez un diagnostic de rapport de forme. Si vous n'avez pas l'option limitée aux écrans qui apparaît, en réalisant votre diagnostic rapport de forme, tous les rapports de forme que vous allez entrer vont apparaître à l'écran. Ici, on a tous ceux qui sont sur les 2 inserts, mais aussi sur la pièce. Donc, pour travailler de manière plus simple, pour avoir plus de visibilité sur ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez travailler donc élément par élément en sélectionnant l'option limitée aux entités visibles. Donc cette fois-ci, en sélectionnant bien l'option limitée aux entités visibles, dans la couche de résultats de diagnostic, on a bien que les éléments de l'insert qui sont en défaut. Alors, on reste un peu dans la partie maillage. Durant les formations et puis même par rapport au support, on a souvent eu des questions quand même sur la partie création de moules en FEM. C'est une étape en fait qui est nécessaire pour le calcul FEM et qui peut s'avérer quand même par moments assez fastidieuse. Pour rappel, pour créer en fait un moule FEM, il faut avoir un moule en 3D, donc soit enfin maillage déjà, et donc idéalement pour le créer, il y a 2 méthodes, enfin en principe 2 méthodes dans Molflow. Là, on crée une enveloppe comme un moule à calcul thermique normal, et en gros, on va mailler surface interne moule, externe moule, et faire un maillage 3D de l'ensemble. Sinon, une méthode qui est un peu plus propre, mais qui demande plus de temps, alors soit en amont, soit d'autres personnes, c'est avoir le moule en CAO. Dans Molflow, en fait, il y a une méthode qui a été intégrée qui permet de faire un mixte des deux. C'est-à-dire que si on passe à l'étape à la page suivante, on peut en fait demander à créer un moule en tant que bloc CAO. Créer en tant que bloc moule CAO. Ça nécessite d'avoir les corps CAO présents à l'écran. Et en gros, la démarche est exactement la même que sur l'assistant. On va créer une enveloppe autour de la pièce, sauf que ça sera créé comme un composant CAO. Et si on passe à la page suivante, on se retrouve avec un corps CAO qui va qui va en gros être un booléen de tout ce qui était présent à l'écran. On voit sur l'exemple que j'ai bien ma pièce et un insert qui sont modélisés à l'intérieur. Mes canaux de régulation, par contre, on voit que sur la partie CAO, tous les composants qui vont être intégrés dans le calcul, les canaux, l'alimentation, la SR et tout, ont été soustraits. Donc, ça fait même partie d'un diagnostic à faire. C'est basiquement, une fois que vous avez créé une moule, il faut bien vérifier que tout ce que vous avez besoin ait bien été soustrait et qu'il y a bien un vide à l'endroit où vous avez une pièce. Sinon, ça peut poser des problèmes. Mais c'est une méthode, par contre, qui est beaucoup plus rapide parce que finalement, en termes de maillage, en termes de gestion des tailles d'éléments, il le fait en direct et c'est beaucoup plus rapide. On reste un peu sur la partie maillage. Justement, quand on est sur des maillages avec plusieurs composants, typiquement composant moule, on peut ne pas avoir de coïncidence. C'est-à-dire que l'aspect contact parfait, cherche la traduction de l'option, le precise match, pardon, donc le contact corrélation exacte, n'est pas assuré. Et pour des soucis de précision, ça peut être intéressant de le faire. Je précise bien, ça marchera quand même sans avoir de corrélation exacte sur le composant moule par rapport à la pièce. Mais c'est toujours plus précis. En sachant que la méthode n'est pas très compliquée. Donc, je l'ai listé un peu en étapes pour expliquer ce qu'on va faire. Donc, je vais expliquer un peu plus en détail. Donc, si on passe à la page suivante, basiquement, il faut alors ou importer le moule en CAO, ou utiliser la méthode précédente, créer un moule en CAO.
Petit rappel sur ce que j'ai à l'écran, j'ai intégré les canaux aussi de régulation en CAO parce que j'aime bien utiliser la nouvelle fonction d'extraction des axes. Ça marche honnêtement, plus ça va, je trouve qu'elle marche super bien. Du coup, en fait, ça me permet d'avoir si je peux passer à la page suivante, Steve. Voilà. Je vais faire en fait un maillage. Je peux faire un maillage tout complet. Alors, j'ai pas modifié de propriété pour l'instant. C'est bien le principe de l'astuce. C'est pour l'instant, je reste en propriété pièce. Et du coup, en fait, j'ai un maillage avec une corrélation parfaite. Mais pour lui, tout est composant de pièces. Là, par rapport à ce que j'ai à l'écran, donc j'ai extrait mes axes pour la régulation. J'ai aussi affecté une densité un peu différente sur l'extérieur pour éviter d'avoir des éléments trop petits. Donc je lui ai affecté une propriété un peu différente pour essayer d'avoir des éléments cohérents. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mon maillage à l'écran, je vais affecter en fait des propriétés différentes. Donc en fonction des entités, alors je précise, pour l'instant je suis toujours sur un maillage dual domaine. Le fait d'être passé avec un calcul CoolFM me donne accès à des propriétés de composants liés à la thermique, donc surface de moule par exemple, et dans mon cas, donc surface d'insert de moule ou surface de pièce. Et du coup, en fait, je peux affecter mes propriétés comme ça directement. Donc les composants bloc moule, je pourrais dire surface de moule. Les composants insert, surface d'insert de moule ou surface d'insert de pièce. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à mailler en 3D avec un réglage classique, rien de particulier derrière. Et après, une fois que j'ai fait ça, je peux passer sur mon maillage pièce normal. Et ça me permet, en fait, là j'ai l'exemple donc sans coïncidence ou avec une coïncidence, et on voit que, alors, on voit sans voir, c'est que si, contrairement à l'image de gauche, j'ai pas du tout de différence en termes de surface parce que justement les nœuds sont totalement superposés. Du coup, j'ai un maillage qui est parfaitement coïncident. Au début de cette partie, je parlais de différence. L'ordre de différence est entre 5 et 10 degrés à peu près. Des essais qu'on a pu faire pour des clients ou même par rapport à cette présentation, moi c'est l'ordre d'idée que j'ai, enfin c'est l'ordre de résultat de valeur que j'ai trouvé. C'est sur une température moule, on aura plus ou moins 5 degrés selon les zones considérées. Donc c'est pour ça. Ils ont quand même en fait travaillé le modèle pour que ça puisse gérer la no-coïncidence. Maintenant, c'est mieux, enfin, comme pour tout calcul, dès qu'il y a plusieurs composants, c'est mieux. Donc, ça c'est fini pour ma partie. Je repasse la parole à Hervé. Décidément, je fais que de te passer la parole, Hervé. Alors, ensuite, pour améliorer nos résultats, il est souvent utile de modifier des épaisseurs. Donc, augmenter localement des épaisseurs, diminuer localement des épaisseurs, typiquement pour créer des flux préférentiels, par exemple, et avoir un remplissage plus équilibré. Et il est nécessaire, quand on fait des variations d'épaisseur, en fait, de rendre la transition la plus douce possible. Ce genre de modification, honnêtement, ça peut commencer à être complexe dans un logiciel de CAO. Bien sûr, c'est faisable, mais on peut faire ce type de modification directement dans Molflow pour être beaucoup plus réactif. Donc, typiquement, dans cet exemple, donc si je veux, par exemple, augmenter ici l'épaisseur des triangles sélectionnés sur l'image. Donc, je pars d'une épaisseur initiale de 2,5 mm. Si je souhaite augmenter cette épaisseur avec un certain lissage, je vais utiliser la fonction décalée qui se trouve dans les fonctions avancées du maillage. Ensuite, je vais avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir, la boîte de dialogue décalée. Je vais renseigner la valeur où je souhaite augmenter l'épaisseur ou la diminuer. Donc, si je mets une valeur positive, ça va m'augmenter l'épaisseur. Si je mets une valeur négative, ça va me mettre une épaisseur inférieure. Et ensuite, dans la fenêtre du bas, je peux justement spécifier une distance d'atténuation, donc une distance de lissage qui va commencer sur tout le pourtour de la zone sélectionnée afin d'avoir justement une transition douce jusqu'à l'épaisseur initiale de 2,5 mm. Donc, si on regarde ce que ça donne, donc initialement l'épaisseur de 2,5, sur les triangles que j'ai sélectionnés initialement, je retombe bien sur mon épaisseur de 3 mm et après j'ai un lissage jusqu'à 2,5 sur la distance d'atténuation que j'ai spécifié. Donc ce type de modification
c'est disponible directement sur le maillage dual domaine. Si je souhaite faire mon étude 3D, pas de souci, je duplique mon étude, je passe directement au maillage 3D avec mes variations d'épaisseur, avec mes épaisseurs optimisées. Pour continuer dans la modification des épaisseurs, donc dans le plan d'expérience, le DOE de Molflow, bien sûr, on a la possibilité de renseigner tous les paramètres d'injection, hein, que ce soit vitesse d'injection, température moule, température d'entrée d'eau, pression de compactage, temps de compactage, afin d'optimiser nos résultats, nos critères de qualité, qui peuvent être un critère de cote, une planéité, une circularité. On a également la possibilité dans le plan d'expérience de mettre en variable une ou plusieurs épaisseurs de notre pièce. Donc cette fonctionnalité est disponible dans Midplane et Dual Domain. Et donc ces épaisseurs, elles peuvent avoir un rôle très important sur nos critères de qualité renseignés. Comment ça fonctionne? Alors, les épaisseurs que je souhaite mettre en variable, donc ici, l'épaisseur des deux côtés de la pièce, en violet et en orange, que j'ai appelé variable d'épaisseur 1, variable d'épaisseur 2, il faudra les placer dans une couche à part, avec la nécessité de bien placer, pour le dual domaine, la peau extérieure et la peau intérieure. Ça, c'est la première étape pour mettre une variable d'épaisseur dans le plan d'expérience. Ensuite, quand je suis dans mon générateur DOE, dans les variables tout en bas, je peux créer des nouvelles variables de dimension et du coup sélectionner ma couche avec la bonne épaisseur qui sera une variable. Et je peux définir un pourcentage et du coup le plan d'expérience va osciller. Ici par exemple 25%, mais je peux avoir une épaisseur inférieure à 25% de l'épaisseur nominale et supérieure à 25% de l'épaisseur initiale. Donc là, sur cet exemple en critères de qualité, j'ai mis une cote qui correspond aux deux coins, aux deux extrémités de la pièce, ainsi qu'un critère de planéité sur la face numéro 1. Donc je retrouve mes cartographies de surface de réponse. Donc là, on voit très clairement que sur la cote critique, l'épaisseur 1 joue un rôle très important, l'épaisseur 2 un petit peu moins. Et pour la planéité, pour le critère de qualité planéité, on a directement notre jeu de variables optimale avec moins 25% pour l'épaisseur 1. J'ai aussi mis en variable, je ne l'ai pas précisé, mais le temps de remplissage, donc 0,84 secondes pour le temps de remplissage et 25% pour l'épaisseur 2. Et si on regarde ce que ça donne en termes de déformation, du coup, avant l'optimisation avec les épaisseurs initiales, j'ai un effet de coin très très important. Et après optimisation des épaisseurs grâce au DOE, on voit largement la déformation qui s'est atténuée. Ensuite, pour continuer dans le DOE, vous avez la possibilité de transmettre vos résultats directement dans un fichier Excel qui va permettre de faciliter les échanges et de communiquer sur des résultats issus d'un plan d'expérience. Donc avant de lancer l'étude du plan d'expérience, il faudra bien vérifier que l'option enregistrer les résultats dans un fichier CSV soit activée. Ensuite, une fois que notre plan d'expérience a tourné, dans l'onglet Autodesk Synergie 2019 Data Date, vous retrouvez un fichier Excel qui s'appelle DOE CSV Analyzer. Si vous ouvrez ce fichier Excel, vous pouvez directement charger le fichier CSV issu de votre plan d'expérience et générer le rapport. Et dans ce rapport, en fait, vous retrouvez l'influence des variables sur vos critères de qualité via des histogrammes. Et vous retrouvez également vos cartographies de surface de réponse et vous pouvez directement faire varier vos variables dans le fichier Excel et voir l'impact sur la cartographie des surfaces de réponse. Ensuite, la commande enregistrer une macro. Donc,
enregistrer une macro, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à automatiser certaines tâches qui peuvent être redondantes dans le logiciel. Donc ça, quand je vais enregistrer une macro, c'est une macro liée à l'interface Synergy. Ce n'est pas une macro liée au solver. Donc la première étape, ce sera d'enregistrer, de cliquer sur enregistrer la macro, ensuite réaliser nos manipulations, arrêter l'enregistrement, et ensuite cette macro, on va pouvoir venir la stocker en local sur notre PC. Et on pourra l'exécuter dans d'autres études. Donc là, un petit exemple pour isoler automatiquement des rapports de forme élevés dans une couche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait relativement souvent. Donc ça nécessite plusieurs clics. Et là, via une macro, on pourra simplement le faire en un seul clic. Ça permet d'être plus réactif. Donc typiquement, j'enregistre la macro, je vais dans rapport de forme, je peux mettre ma valeur mini que je souhaite, par exemple 15. Je place le résultat dans une couche de diagnostic et je limite aux entités visibles. Donc cette manipulation qui nécessite 10 clics me permet d'isoler les rapports de forme élevés dans une couche à part. Ensuite, une fois que je l'ai enregistré une première fois, cette macro, je vais arrêter l'enregistrement. Et je stocke cette macro en local. Donc je l'appelle ici, on donne un nom pour qu'on s'y retrouve. Hein. Donc là, je vais l'appeler macro aspect ratio 15. Ensuite, une fois que cette macro elle est enregistrée, je vais pouvoir donc soit la laisser en local, soit la stocker dans mes macros favorites. Donc, je peux la sélectionner et l'intégrer à mes favoris. Pareil, je peux aussi le renommer pour m'y retrouver dans mes boutons de favoris qui vont de 1 à 10. Et ensuite, après, cette macro, je peux l'utiliser pour toutes mes pièces. Donc, si on bascule sur une autre pièce où on aura généré le maillage, je vais simplement après pouvoir cliquer sur la macro numéro 1 et automatiquement, il m'aura isolé les rapports de forme élevés dans une couche à part, en un seul clic. Donc, très utile pour justement pour travailler de manière plus rapide et plus efficiente. Je vais laisser la parole à Steve maintenant. Oui, alors pour continuer sur les macros, on va vous faire une présentation donc, de plusieurs macros déjà existantes dans Molflow. Donc tout d'abord, on va commencer par des petits rappels qui étaient présents dans notre présentation du club de l'année dernière. Donc la macro roundness qui permet de réaliser un calcul de circularité donc sur les formes circulaires après déformation. Donc la macro roundness va vous calculer la circularité en déterminant le nouveau centre du cercle déformé. Et on a du coup après toutes les informations, donc position du nouveau centre et le calcul de circularité qui nous intéresse. La macro flatness qui fonctionne pareil, mais cette fois-ci pour des plans. Donc ça permet de calculer la planéité d'un plan après déformation. Donc encore une fois, en rentrant flatness, on a le calcul automatique de la planéité du plan après déformation. Maintenant, en ce qui concerne les nouvelles macros, donc la toute première est la macro ROT3 qui permet de réorienter votre modèle selon l'axe Z de manière très facile. Donc pour cela, il faut d'abord sélectionner 3 nœuds sur votre modèle. Donc l'ordre de la sélection des nœuds est vraiment très important. Le premier nœud va correspondre à l'origine du plan, le deuxième nœud va correspondre à l'axe X, et le troisième nœud va permettre de déterminer le plan XY, qui lui sera donc normal à l'axe de rotation. Donc une fois que vous avez sélectionné vos 3 points, vous allez dans l'invite de commande et en rentrant ROT3, vous allez avoir l'orientation de votre pièce qui va se faire. Donc là, un petit exemple pour voir comment ça fonctionne. Donc là, on est bien sur une pièce qui n'est pas du tout bien orientée, hein, qui est suivant en réalisant juste des rotations de 90 degrés, ça ne suffirait pas pour orienter la pièce. Donc, on va se placer dans le plan qui nous intéresse
il vaut mieux choisir nos nœuds sur des arêtes pour être sûr d'être droit. Donc premier nœud, origine du plan, deuxième nœud, axe X, et troisième nœud, plan XY. Une fois que c'est fait, on va dans l'interface utilisateur, l'invite de commande, et en rentrant ROT3, notre pièce va se réorienter automatiquement. Donc voilà, la pièce a bougé selon la macro, et si on se met en avant, on a bien l'axe Z qui est vers nous, comme on le désirait. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette macro, elle va fonctionner que sur vos éléments de maillage. Les géométries CAO que vous aurez déjà rentrées, qui ne sont pas du coup dans la bonne position, eux ne pourront pas être bougés avec la macro ROT3. Donc deuxième macro, la macro épaisseur couche solidifiée. Donc ça vous permet de créer un résultat de cartographie qui va vous calculer l'épaisseur de couche solide que vous avez en fin de remplissage. Donc, au lieu d'avoir le résultat juste en pourcentage de fraction de couche solide, hein, comme vous avez l'habitude de l'utiliser, là, vous aurez vraiment l'épaisseur, à quoi correspond ce pourcentage en résultat d'épaisseur en millimètres. Donc, pour cela, il faudra rentrer dans l'invite de commande la formule suivante, qui est donc calque, épaisseur couche solide, qui va correspondre au nom de la cartographie hein, que vous allez avoir. Et ensuite, il faut rentrer donc la fonction demandée qui est un diagnostic d'épaisseur, diagfic. Ensuite, le diagnostic qui est calculé, qui est la fraction de couche solide. Donc, mettre bien l'étoile entre les deux qui correspond à la multiplication d'entre les deux. Et donc, une fois que c'est fait, on a bien notre résultat d'épaisseur de couche solide. Donc là, on a vraiment le calcul de l'épaisseur qui correspond à la fraction de couche solide que vous avez. Donc, il faut faire attention hein, sur cette macro-là. Si votre interface est en français, il faut bien rentrer donc fraction de couche solide à la fin du remplissage. Par contre, si elle est en anglais, il faudra rentrer frozen layer fraction at end of fill. Il faut vraiment rentrer le nom du résultat de frozen layer fraction en fait. Du coup, il faut respecter que s'il est en français ou s'il est en anglais. Cette macro fonctionne que pour les maillages dual domain et midplane. En 3D, les résultats ne sont pas assez précis pour qu'on puisse vous conseiller de l'utiliser pour la 3D, pour les maillages 3D. Autre nouvelle macro, la macro Strint F3D, qui cette fois-ci va vous créer des fichiers d'interface 3D pour être utilisés dans vos logiciels de structure. Donc, cette fois-ci, hein, ça va fonctionner uniquement pour les études en maillage 3D, vu que ça va vous exporter des résultats d'interface 3D. Donc, vous vous placez dans le répertoire de votre étude et vous allez dans l'invite de commande et vous rentrez simplement la macro Strint F3D. Une fois que c'est fait, vos fichiers seront exportés dans la racine du dossier de votre étude sous le nom, donc ça va être le nom de votre étude suivi de 3D études interface files. Et une fois que vous allez aller dans ce dossier-là, vous aurez donc tous vos fichiers qui peuvent être utilisés dans vos logiciels de calcul de structure. Donc les fichiers au niveau format PAT et XLM. Une fonction qui permet de lancer une analyse depuis l'outil de commande Molflow qui est le Run Study. Alors, pourquoi passer plutôt par l'outil de commande Molflow qui est un outil qui permet de lancer une fenêtre DOS, donc de lancer directement votre calcul depuis une fenêtre DOS. Alors, deux raisons d'utiliser ça, c'est que la réalisation du calcul sera plus rapide et également votre PC sera moins ralenti parce que vous aurez moins de ressources utilisées parce que ce calcul sera indépendant du SJM, donc du SimJob Manager. Donc, la méthode pour lancer le Run Study est la suivante. Vous devez d'abord mettre en données donc sur l'interface Molflow hein, votre étude et sauvegarder votre SDY. Identifiez bien et copiez le chemin où se trouve votre étude. Et ensuite, il faudra lancer l'outil de commande Molflow
depuis le menu démarrer en allant dans tous les programmes, Autodesk Molflow Insight, donc votre version, et ensuite choisir le Autodesk Molflow Insight Command Shell. Une fois que vous avez lancé le Command Shell, vous allez vous retrouver donc avec une fenêtre DOS. Il faudra rentrer tout d'abord la formule CD suivie du chemin de l'étude que vous avez copié au préalable. Une fois que vous avez appuyé sur Entrée, il suffit juste de rentrer Run Study suivi du nom de votre étude cette fois-ci. Et une fois que c'est lancé, vous avez le suivi du journal d'analyse comme sur Synergy. Et du coup, vous n'avez pas besoin que l'interface Molflow tourne en parallèle du command shell, de la fenêtre DOS. Par contre, il faut faire très attention de ne pas fermer la fenêtre DOS jusqu'à la fin du calcul, parce que sinon, ça va complètement arrêter votre calcul. C'est moi qui ferai les conclusions. Vous avez bien parlé. Résultat de figeage avec échelle inversée. D'expérience, en fait, moi je me suis rendu compte que quand on regardait par exemple le résultat de temps pour atteindre la température d'éjection, on avait quelque chose qui était bête, mais on voyait ce qui figeait le plus vite en premier, et ce qui fige le plus vite en premier sur une pièce, c'est la peau extérieure. Donc c'est un peu con de regarder le résultat de figeage alors que ce qui fige, c'est ta cœur. Et en bidouillant un peu, alors si tu peux passer à la page suivante, en fait j'ai trouvé la fonction donc, qui est dans animation, qui peut permettre d'afficher donc soit valeur inférieure, soit valeur supérieure. Et donc c'est le même résultat, sauf qu'en fait j'ai juste inversé l'échelle. Donc en gros, sur celui de gauche, donc les fichages initial, je démarre du plus petit et je vais vers le plus élevé. Donc je démarre de ce qui fige le plus tôt vers ce qui fige le plus tard. Dans le résultat de droite, j'ai inversé, et finalement je vois ce qui fige le plus tard, après vers ce qui fige le plus tôt. Donc ça permet de mettre en évidence plus facilement tout ce qui fige tard, pas tout ce qui met du temps à refroidir. Et du coup, par exemple, par rapport à mon optimisation de compactage, mes zones de rotature, tous les risques comme ça, je peux peut-être plus facilement les mettre en évidence. Et puis voir par rapport aux zones justement aussi mal régulées, comment ça peut se faire. Ça, c'est vraiment la petite astuce de résultat. Et alors la suivante, elle est un peu plus spécifique. On en a parlé, enfin on a décidé de le mettre parce qu'on a eu la question plusieurs fois cette année. Je me souviens que l'année dernière, on avait eu aussi la question au club sur la prise en compte des porosités dans Molflow. Et bon, nous, on a trouvé une méthode pour pouvoir la sortir finalement. Alors la sortir pour le calcul mécanique. Globalement, alors, ce qu'on va donner là comme information, ça sera évidemment à valider, pas par la méthode, mais plus pour dire qu'est-ce que c'est, où sont les porosités dans Molflow. Évidemment, ça va valider quand même par les mesures, typiquement, pour être sûr que là où Molflow donne des porosités, vous en avez réellement. Comme avait expliqué Franco, et je crois Franco ou l'année dernière, c'est pas très simple à prendre en compte dans le calcul directement. Donc du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les résultats de retrait volumique. Donc, si tu peux passer à la page suivante, Steve. Ouais. On va en fait isoler les zones avec des retraits importants. Donc on va jouer alors soit sur un contour simple, soit sur l'échelle, pour dire, voilà, par exemple à l'écran, on va se fixer un critère à 11% de retrait volumique, pardon. Et ça va permettre d'isoler des zones. Alors on a fait les deux, donc le résultat où on a que ce qui est supérieur à 11 et de l'autre côté que ce qui est inférieur à 11. Et du coup, une fois qu'on a ça, on peut aller en fait dans le menu exporter, qui est en haut dans la partie résultat, et on peut demander à exporter en FBX. Alors le FBX, c'est un format maillage en quelque sorte qui permet d'avoir de décomposer en fait du maillage. Quand vous allez demander à exporter un FBX, il va vous proposer des unités d'export. Alors des essais, on a fait des essais quand même d'un côté. On s'est rendu compte qu'en restant en SI et avec un facteur 100, ça permettait d'avoir les bonnes dimensions derrière. Alors pourquoi j'ai derrière? C'est que ça en fait on peut l'ouvrir dans Fusion 360 et on va récupérer en fait un mesh body, donc un maillage. Il faut savoir que Fusion 360 justement permet de convertir du maillage en corps solide. Alors
il va le faire de manière très basique, c'est les triangles vont se transformer en surface. Donc voilà, c'est pas idéal. Il existe des outils dans Fusion pour lisser, c'est-à-dire que pour reconstruire vraiment des surfaces à partir du maillage, on n'a pas voulu rentrer dans ce truc-là parce que la somme de temps pour le faire, ça peut être assez conséquent. L'idée, c'était d'avoir un truc assez rapide et simple à faire. Et voilà, donc on arrive en fait à récupérer un corps solide des porosités. Une fois qu'on a ça, on peut en fait l'ajouter, donc le copier-coller dans un fichier SAO de la pièce, puis bah, basiquement faire un booléen. Donc c'est ce qu'avait montré Hervé, un combiné, et on se retrouve en fait finalement avec une pièce creuse, et cette pièce creuse, ben, finalement, on peut l'utiliser en calcul mécanique derrière pour dire, voilà, j'ai pas une pièce complète, j'ai une pièce creuse pour mon calcul de méca. Ça, voilà, ça peut être utile. Je sais qu'on a vu la question, puis on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant à mettre parce que ça revenait de temps en temps. Et je pense qu'on a fini. Oui. Alors, on a eu des questions. Alors, de temps en temps, vous me voyez tourner la tête et Hervé, c'est pareil. On répond en direct. Je vérifie s'il y avait des questions qui restaient. Oui, il y a une question sur ROT 1 ou ROT 3 pour ne faire qu'une orientation de tête. Oui, parce qu'en fait, alors ce qui est bien avec les macros, on n'en a pas parlé au moment des macros, mais sur des besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter parce que par moment, en fait, Molflow, basiquement, vous avez les API références qui sont disponibles, donc tout le monde peut faire. Et voilà, des fois, nous, on trifouille les trucs et on arrive à faire des choses. Donc, on peut toujours, voilà, au moins en discuter, puis voir ce qui est faisable et envisageable. Quitte à, voilà, ouais, à voir comment ça peut se faire. Oui, il faut que je repose la question sur l'ajouter des résultats de flux de chaleur sur les surfaces de circuit de régulation, les valeurs d'échange, coefficient d'échange thermique. On posera la question. Et après, peut-on faire peut-on faire une macro qui corrige les défauts de forme de maillage? Mais il n'y a plus de défaut de forme de maillage. Non, alors oui, il y a l'assistant réparation de maillage qui présente les avantages de l'assistant et les inconvénients de l'assistant. Donc c'est trop. Enfin non, c'est pas possible. Vraiment, en fait, c'est pas très simple. Avez-vous une liste des macros existantes? Non, mais enfin, de toute façon, les macros, vous les avez tous. Elles sont toutes dans ces programmes Autodesk, Motion Energy, Data Command. Et vous avez toutes les listes là. Si vous éditez avec un bloc-notes, globalement, vous avez les informations. Il y en a certaines qui sont intéressantes. Hugues parlait de composite tout à l'heure. Il y en a certaines qui permettent justement de mapper les propriétés d'un insert en composite. C'est-à-dire que votre insert peut avoir une forme spécifique et vous pouvez donner la propriété que sur une forme et lui dire tu suis l'orientation de cette forme. Ça peut être des trucs qui peuvent être utiles. Et donc, je pense qu'on a été au bout des questions. J'ai pas vérifié dans le chat s'il y avait des questions et dans le chat il n'y a rien. Il m'arrive besoin de récupérer Il m'arrive d'avoir besoin de récupérer une cartographie de valeur maxi d'une variable par défaut ou variable utilisateur calculée par phase. Je comprends pas la question. Il m'arrive d'avoir besoin de récupérer une cartographie de valeur maxi d'une valeur par défaut. J'ai pas bien compris la question non plus. Moi, ce que je propose, c'est que éventuellement, on se remette en contact après le club et on vous fera une réponse directement personnelle. Merci beaucoup en tout cas. Ça a été apparemment très intéressant et très suivi parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, on a répondu ça en live dans le chat intégré. Donc merci à vous. N'hésitez pas à nous faire votre retour par rapport à la liste des points traités ou ceux qu'éventuellement vous auriez en tête à nous voir traiter là pour l'épisode 3 l'année prochaine. Merci à vous. Donc on va passer directement. Ouais. On va passer directement à Polyone, la présentation de Polyone.